Madame Génisson souhaite vous poser une question. Pardon? Madame Génisson souhaite vous poser une question. Pour vous remercier, monsieur le professeur, parce que vous nous avez rappelé finalement que dans la fonction de l'HAS, il y avait une méthodologie très précise. En fait, c'est l'analyse des bonnes pratiques, l'évaluation des bonnes pratiques en vue, effectivement, de la prise en compte par l'assurance maladie du remboursement de ces bonnes pratiques. C'est bien ça, si j'ai bien compris, quand même. Il y a une... Oui. Bon. Et en fait, là, les questions... Il s'agit des produits de santé pour le remboursement. Des bonnes pratiques, des produits de santé, des dispositifs médicaux. Les bonnes pratiques pour les professionnels. De toute la panoplie que l'on vous demande d'observer. Or là, on vous sollicite, en fait, sur ce qui relève, j'ai envie de dire, au mieux du flou artistique et au pire de l'horreur. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur des sables mouvants. Et c'est très difficile d'adapter une méthodologie précise par rapport à finalement ce qu'on peut suspecter, mais ce qu'on ne connaît pas. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs sur des sujets qui sont quand même assez bien connus, comme par exemple la mésothérapie, l'homéothérapie, oui. On n'arrive même plus à parler, où finalement les référentiels sont quand même assez difficiles à trouver et l'évaluation difficile à trouver. Alors moi j'ai envie de dire sur ces questions-là, est-ce qu'il ne faut pas finalement avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'évaluation, mais qu'on doit aller sur la fonction d'alerte. Je crois que c'est là qu'on peut peut-être avoir une utilité. Et par contre, comment peut-on formaliser cette fonction d'alerte? Est-ce qu'elle doit avoir... comme c'était d'ailleurs indiqué dans le questionnaire de Monsieur le Président de la Commission, est-ce qu'elle a une formalisation différente vers les professionnels, vers les patients? Mais ça me semble assez difficile de vous demander, enfin à la HAS ou à toute autre structure d'ailleurs, de pouvoir évaluer ce qui est finalement, ce qui relève beaucoup plus de l'inconnu et surtout de la volonté de non faire connaître. C'est surtout ça le problème auquel on est confronté. Et à part la fonction d'alerte, je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Alors par contre, je pense qu'on pourrait peut-être être beaucoup plus précis sur l'évaluation des structures de formation continue et de ces choses-là, où là, effectivement, on sait très bien que ce sont des lieux d'entrée massive pour les dérives sectaires, et là où on a sans doute peut-être besoin de critériser d'abord les lieux de formation, et ensuite peut-être finalement de proposer aux professionnels de santé qu'ils soient évalués, qu'ils sont évalués dans le temps, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, puisque c'est quand même une des seules professions, enfin ce sont parmi les seules professions qui ne sont jamais réévaluées dans le temps. D'abord, une mise au point concernant les pratiques largement utilisées comme la mésothérapie ou l'homéopathie. Je n'ai pas dit que c'était des pratiques qui étaient l'objet de dérives sectaires ou qui même entraînaient une dangerosité particulière. Ce que j'ai simplement dit, c'est qu'on avait des difficultés à les évaluer par comparaison aux thérapeutiques conventionnelles, et qu'il nous manquait ce qui fait notre façon de nous prononcer, c'est-à-dire la littérature scientifique ou les études cliniques. Deuxièmement, vous avez insisté sur la notion d'alerte. Bon, moi, je pense que effectivement, on a la possibilité de travailler à des recommandations qui permettraient de savoir sur quels signes on peut être inquiet. Il nous est arrivé de travailler sur des sujets qui ne sont pas simples, monsieur le sénateur, comme les violences aux personnes et en particulier aux enfants. Bon, donc les agressions sexuelles, les bébés secoués, enfin bon, des drames de société qui sont à la limite des problèmes de santé, mais sur lesquels on a réfléchi et on a donné des règles de conduite à tenir pour les médecins et pour, quand cela est nécessaire, l'entourage. Donc, bon, on pourrait imaginer de travailler en s'appuyant, puisque ça a déjà été un peu fait par la mission, donc s'appuyer sur leur expérience, sur la liste des pratiques dont on sait déjà qu'elles sont potentiellement dangereuses, et peut-être, bon, effectivement, lancer des alertes en direction des professionnels. Alors il faut que ce soit avec leur
participation et qu'ils s'approprient le sujet, parce que sinon, ça fait comme beaucoup de recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est sur le site, et puis les médecins ne vont pas les regarder. Donc il faudra certainement réfléchir à une politique de communication. Alors l'autre problème, c'est le problème de l'information du grand public. Bon, ce n'est pas notre mission d'informer le grand public, c'est la mission de l'INPES, mais peut-être que vous avez ou que vous allez entendre l'INPES. Je pense qu'effectivement, ils auraient peut-être un rôle à jouer dans l'information du grand public sur des risques particuliers et éventuellement bien identifiés. Alors, le dernier point, c'est la formation. Bon, ce n'est pas non plus notre responsabilité directe, même si par nos recommandations, on joue un rôle, puisque nos recommandations font partie de la formation en continu. Mais je pense que le développement professionnel continu et les méthodes que nous discutons avec les professionnels pourraient être un moyen de vérifier que les formations... Alors, est-ce qu'on pourra vérifier que, comme je disais tout à l'heure, les professionnels de santé qui ne déclarent pas une formation illicite, comment on pourra les débusquer, ça je ne sais pas trop, mais au moins qu'il y ait un regard sur l'ensemble des formations qui existent actuellement et qu'on liste celles qui sont suspectes. Ça, c'est sûrement très important. Monsieur Vaugrenard. Oui, notre but, c'est d'essayer d'éviter autant que faire se peut, que ceux qui utilisent sciemment la faiblesse d'un homme ou d'une femme, bref, d'un patient à un moment donné. Et vous nous avez dit dans la dénomination de la Haute Autorité de la Santé, l'objectif, c'est de promouvoir la qualité des soins, la sécurité des patients en s'appuyant sur des preuves. Or, nous nous rendons compte, audition après audition, qu'il y a une difficulté parfois à cerner les preuves. Vous nous avez dit difficile d'évaluer les pratiques non conventionnelles. Mais dans ceux qui ont des pratiques non conventionnelles, il y a ceux qui acceptent de s'inscrire dans la nomenclature, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des évaluations systématiques de ceux qui ne s'inscrivent pas dans la nomenclature? Est-ce que c'est techniquement compliqué? Est-ce que financièrement c'est impossible compte tenu des moyens qui sont donnés, soit par vous à d'autres? Question que je pose, parce que au fur et à mesure où on avance, on se dit, mais alors, que faire? Donc, est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Est-ce que ce sont les précisions apportées à chaque responsabilité, et là, en l'occurrence, à la Haute Autorité de la Santé? Bref, vous avez la possibilité de vous autosaisir. Dès lors qu'il y a un sentiment qu'il n'y a pas la démonstration que la sécurité des patients est assurée, et donc à ce moment-là, est-ce qu'il est possible de s'appuyer sur des preuves pour faire la démonstration que tel ou tel praticien de pratique non conventionnelle est véritablement en dehors des clous et utilise la faiblesse des patients à un moment donné pour faire de l'argent en quelque sorte, parce que c'est un peu cela. Donc comment faire? Deuxième question, vous avez évoqué le fait que la législation sur les sociétés savantes énigmatiques méritait d'être revue, améliorée. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ces sociétés? La législation sur les sociétés savantes je pense énigmatiques. que leur statut juridique est très variable. Ce sont souvent des associations de 1901, point. Donc Non. N'importe qui peut créer une association et dire c'est la société savante de la médecine chamanique. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la Haute Autorité de la Santé a des moyens d'action ou pas? Ou qui a les moyens d'action dans cette hypothèse? Oui, mais enfin... Les associations, elles sont agréées par l'État. C'est pas la HAS qui agrée les associations, c'est l'État qui agrée les associations. Donc, moi, je me suis contenté de soulever une question. J'ai malheureusement pas la réponse. Et fort heureusement, il y a beaucoup de sociétés savantes qui ne peuvent pas être suspectes, mais peut-être qu'il faudrait revoir les critères
permettre qu'une société puisse porter le nom de société savante. Pour ce qui concerne la possibilité pour la HAS d'évaluer des actes, des pratiques non conventionnelles par autosaisine, je voudrais juste vous dire, alors il y a deux types de difficultés. La première, je me suis longuement expliqué, c'est comment est-ce qu'on pourrait évaluer quelque chose dont on ne connaît pas les contours, si je puis dire, et sur quels paramètres on pourrait évaluer, puisqu'il n'y a par définition pas d'études. Mais si on franchit cet obstacle en disant ce que monsieur le rapporteur rappelait tout à l'heure, qu'il y a des choses qui sont bien connues et dont on sait qu'elles sont dangereuses, mais malheureusement, ça ne nous suffit pas, nous, que la rumeur dise que telle pratique est dangereuse. Il faut qu'on ait quand même des preuves scientifiques. Même si on met ce problème de côté, je vais vous donner juste l'année 2012. Nous avons fait un appel d'offres pour l'inscription à la nomenclature d'actes. Je parle que d'inscription à la nomenclature et pas d'actes qui ne cherchent pas à être inscrits. Sur ces demandes, on a eu 54 demandes, on en a pris 3. Alors, on a pris 3 parce que, premièrement, on n'a pas les moyens d'en traiter plus. Et deuxièmement, et ce n'est pas en 2013 qu'on en aura plus de moyens, bien évidemment, ni même dans les années suivantes, mais ce que je comprends parfaitement. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Et donc, les choix qu'on fait, sur quels critères on les fait? Sur des critères scientifiques, c'est-à-dire que sur les 54 demandes, on a éliminé d'emblée 30 dossiers qui ne nous paraissaient pas scientifiquement recevables. Donc c'est exactement l'inverse de ce que vous nous demandez de faire. Vous nous demandez d'aller sur des choses qui ne sont pas scientifiques, d'évaluer des choses qui ne sont pas scientifiques, alors que nous, jusqu'à présent, quand ce n'est pas scientifique, on ne prend pas. Par exemple, l'ostéopathie. C'est quand même très largement répandu. Il y a un enseignement, il y a des ostéopathes partout, je ne sais pas combien ils sont. Bon, on n'a jusqu'à présent pas évalué l'ostéopathie parce qu'on estimait qu'on n'avait pas les moyens scientifiques de le faire. Voilà, alors a fortiori, la médecine chamanique, si vous voulez. Voilà, comment on va faire? Donc c'est un peu ça la difficulté. Nous, on est prêt même à répondre par saisine. Si la DGOS... Pas la DGS, la DGS. Si la DGS nous dit on s'inquiète du développement de telle prise en charge selon la médecine de je ne sais quel pays et qui pourrait soustraire des malades des soins efficaces ou qui pourrait même entraîner des conséquences graves pour la santé, peut-être qu'on pourrait le faire. Mais encore une fois, sur quels critères pourrait-on le faire? Voilà, c'est surtout ça notre problème. On pourra réunir des experts qui vont nous dire, ben évidemment, c'est dangereux, et on va dire à la DGS, c'est dangereux, la DGS va interdire la pratique, et ça va être attaqué en Conseil d'État parce qu'on n'aura pas entendu les personnes qui, elles, savent faire. C'est ce qui s'est passé pour la lipolyse. Pour la lipolyse, on a dit, c'est des pratiques, quand elles sont invasives, qui sont dangereuses. Et il y a eu immédiatement un recours au Conseil d'État parce qu'on a dit vous n'avez pas écouté assez monsieur machin, bon, et ça a été cassé. Donc voilà, je pense que comme on est dans l'attaque personnelle après, hein, on va être dans l'attaque personnelle, donc on va avoir des... Mais bon, moi je suis prêt à y réfléchir, je comprends votre problème, je suis prêt à y réfléchir, mais si vous nous demandez de hiérarchiser les demandes, c'est clair que des demandes de nature non scientifique ne passeront jamais avant des demandes de nature scientifique sur lesquelles on a des chances de pouvoir répondre convenablement. Génisson. Alors, ça veut dire, enfin, je comprends parfaitement ce que vous nous dites, mais est-ce que vous pensez, même si ça ne relève pas de l'HAS, si ça peut relever d'une autre structure ou si c'est une nouvelle fonction de l'HAS avec d'autres moyens, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Mais vous avez l'air de dire que non. Vous avez cité l'exemple du sujet de la lipolyse, par exemple. Et est-ce que vous pensez que ça doit être fait? Parce que c'est ça un peu la question. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le subjectif absolu, là? Je connais moins bien le sujet que vous et je ne sais non, pas non, quel non, est... non, non, ben nous, non. Justement, on cherche à être éclairé. J'ai l'impression que vous commencez à bien le connaître. Non, mais on cherche à être éclairé. Donc, vous avez déjà une idée de certaines pratiques dont vous pensez a priori déjà qu'elles sont dangereuses. Donc,
Non, enfin... Non. Bah, c'est Non, ce que mais vous avez vous l'air avez de la- dire, qu'il y a des choses qu'on sait que c'est dangereux. Bon, moi j'ai été cancérologue, on savait bien quels étaient les charlatans qui éventuellement Bien sûr, étaient dangereux. bien sûr. Et on a, notamment quand il s'agissait d'enfants, on a mis en place, on a sollicité le juge pour enfants, et puis le plus souvent on a perdu. Le plus souvent on a perdu. Malheureusement, Donc, oui. bon, il y a des pratiques que l'on sait, que l'on connaît effectivement comme dangereuses. Enfin, j'appelais ça les médecines Alors, parallèles ou les charlatans. Je ne savais pas que c'était éventuellement l'influence des sectes, mais moi j'avais pensé que c'était une influence plus bassement mercantile de personnes Bon, il y a les deux, hein, faisaient c'est toujours qui lié, profitaient de la toujours détresse lié, des hein. gens pour faire du fric, quoi. Enfin, bon, de toute façon triviale, mais bon. Alors, est-ce- Ça, sincèrement, c'est pas notre rôle. Sincèrement, Non, non, d'aller mais faire ce la soit pas votre police, rôle. c'est pas notre rôle. Mais est-ce que c'est d'évaluer la dangerosité de telle ou telle technique, ça peut être notre rôle. Mais ne nous demandez pas d'évaluer la dangerosité de toutes les dérives Non, mais sectaires potentielles, parce qu'on ne saura pas par quel bout le prendre, si vous voulez. Mais est-ce que quelqu'un peut savoir par quel bout le prendre? C'est ça la question. Et je ne crois pas. Non, mais est-ce que la solution n'est pas de rappeler avec force le normatif quand même? Oui, Je crois que c'est ça le sujet. Non, mais parce que je crois que c'est ça quand même la voie à suivre, me semble-t-il. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Monsieur Mézard. Oui. Moi, je suis un peu troublé parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait un décalage entre tout ce que nous constatons maintenant, depuis que cette enquête a débuté, où d'évidence, il y a quand même des pratiques qui semblent totalement farfelues, et pour certaines donc dangereuses pour la santé de nos concitoyens. Et puis, à vous entendre, effectivement, on a peu de moyens de l'évaluer, de faire quelque chose. Et puis, ça ne relève pas de notre compétence. C'est ce que vous semblez dire. Alors que quand même, quand on lit l'objet de la Haute Autorité de Santé, et c'est l'article L161-37 que j'ai sous les yeux, donc l'alinéa premier, c'est de procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé, et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement, à la prise en charge par l'assurance maladie, etc. etc. C'est ce que je vous ai dit. On est quand même effectivement dans une mission qui vous incombe, qui est donc une mission d'évaluation de certaines pratiques. Alors encore une fois, nous, quand on regarde certaines pratiques qui ont défilé devant nos yeux là, depuis plusieurs semaines, on s'aperçoit que d'évidence, il y a des pratiques qui ne sont pas de bonnes pratiques médicales. Et c'est vrai que finalement, sur ce terrain-là, alors que ça semble être votre mission, vous ne pouvez pas grand-chose. Il y a un malentendu là. Je pense que la loi nous demande d'évaluer le service attendu ou le service médical rendu de médicaments, de produits, de dispositifs médicaux et d'actes médicaux pour en permettre le remboursement par la collectivité, pour en permettre le remboursement. C'est ça l'objectif. À partir du moment où vous avez un acte qui ne souhaite pas être remboursé, nous, on ne l'évalue pas et on ne peut pas l'évaluer. Alors simplement, dans des lois postérieures, et en particulier, je crois que c'est la loi de 2009, la loi HPST, qui nous a confié la mission d'évaluer la dangerosité des actes à visée esthétique. La dangerosité, là, ce n'était plus une question de remboursement, puisque ce n'est pas remboursé, c'est une question de dangerosité. Donc, évidemment, on pourrait admettre que le Parlement nous saisisse dans une nouvelle loi de la dangerosité des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Mais je vous dis d'emblée que ça sera difficile pour nous de le faire pour les raisons que j'ai essayé de développer, qui sont qu'est-ce qu'on va évaluer et sur quoi on va l'évaluer. Déjà pour les actes à visée esthétique, ça a été extrêmement difficile. Et comme il a fallu reprendre les gestes de lipolyse, de destruction de la graisse externe et interne, puisque la décision de la DGS avait été cassée par le Conseil d'État, on est reparti à zéro. Et je peux vous dire que c'est très difficile si on veut aller plus loin. Bon, on avait été assez vite, hein, la demande on avait été assez vite, on avait dit, bah oui, de détruire de la graisse et de la laisser en place, c'est sûrement pas bon. C'est sûrement pas bon. Mais on a démontré que c'est pas bon. Et on n'avait rien pour démontrer. Donc voilà, si je dis la fasciathérapie, c'est dangereux, il va falloir que je démontre pourquoi c'est dangereux. Et
très probablement, ce n'est pas dangereux en soi. C'est dangereux parce que les patients qui font de la fasciathérapie, éventuellement, ne font pas autre chose qui pourrait être utile pour eux. Mais vous voyez, c'est pas simple. Écoutez, Monsieur le Président, merci. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui, en tout cas, que votre audition, ça a été un petit peu un tournant dans l'ensemble des auditions que nous avons eues, puisque aujourd'hui on s'est aperçu que d'une manière purement scientifique, on ne pouvait regarder que les dérives thérapeutiques à la rigueur. En ce qui concerne les dérives sectaires, financières ou l'emprise morale, il faudra qu'on s'adresse à d'autres autorités que la haute autorité de santé. Peut-être la justice, peut-être la police, peut-être aussi les douanes, enfin j'en sais rien. En tout cas, il est clair que votre réflexion du départ, je me demande pourquoi je suis là. Vous vous souvenez que je vous l'avais dit une fois, hein? Non mais quand on avait fait la T2A, je vous avais posé la question, je me demande pourquoi on vous a fait venir. Mais j'ai compris après quand j'ai vu votre rapport, qui était très utile, y compris vous nous avez demandé de faire un certain nombre de choses. Oui. Mais je crois vraiment qu'il y a le côté scientifique et puis le reste. Et le reste n'est pas obligatoirement une évaluation scientifique qui nous permettra de l'interdire ou de le contrôler. En tout cas, merci. Merci beaucoup.